C'est les vacances d'été qui commencent. On adore aller à la plage, mais on oublie souvent que c'est un milieu exigeant pour notre corps. Aujourd'hui, on va voir comment en profiter sans risque grâce à la science. Dans cet épisode, j'explore comment le trio facteurs de protection solaire, hydratation et physiologie transforme une journée plage en expérience zéro risque. Bienvenue sur La Vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres plateformes pour ne manquer aucun épisode. Commençons par parler hydratation. Pourquoi on se déshydrate plus vite quand on est à la plage? C'est le trio soleil, transpiration et eau de mer. Évidemment, il y a le soleil direct, plus les radiations réfléchies, et possiblement les activités physiques, nager, marcher sur le sable et d'autres activités. Et ça élève la température centrale. Et donc le système thermorégulateur répond par une production de sueur qui peut dépasser jusque 1 litre par heure. Ensuite, comme on est à la plage, il y a souvent un petit peu de vent, et la brise chasse l'air qui est saturé de vapeur à la surface de la peau. Donc la sueur s'évapore plus vite, tout comme l'eau qui diffuse en continu à travers l'épiderme, et le résultat, c'est une perte d'eau cutanée qui est typiquement sous-estimée, car notre peau paraît sèche. Enfin, la pression hydrostatique, et souvent l'eau plus froide, donc quand on va se baigner, provoque un afflux sanguin vers le thorax. Cet afflux sanguin, ça entraîne la sécrétion d'ANP, qui est le peptide atrial natriurétique, donc au niveau du cœur, et la suppression de l'ADH, qui est l'hormone antidiurétique produite par notre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une production accrue d'urine. Donc vous perdez de l'eau sans vous en rendre compte pendant ou après la baignade, parce que simplement vous avez besoin d'uriner. En séchant, l'eau de mer laisse aussi une pellicule saline qui augmente ce qu'on appelle le stress de séchage. Donc, par effet d'osmose, le sel qui est à la surface, il attire l'eau hors des cellules superficielles qui accentue encore la déshydratation, et c'est ça qui donne cette sensation de tiraillement sur la peau. Donc l'OMS recommande de boire 1 verre par heure, et c'est-à-dire jusqu'à 2 ou 3 litres d'eau par jour, quand la température dépasse les normales saisonnières. Alors, quelles boissons sont à privilégier d'un point de vue scientifique? C'est de l'eau avec des électrolytes, ou des boissons toutes préparées avec électrolytes. Mais il faut éviter, si possible, les bouteilles en plastique. Je vous renvoie à mon épisode sur les microplastiques. L'exposition au soleil des bouteilles en plastique va augmenter leur dégradation et donc augmenter la quantité de microplastiques que vous allez ingérer. Canettes en métal ou emmener des gourdes en métal. Les pièges, c'est de ne pas attendre d'avoir soif, déjà de s'hydrater régulièrement, mais aussi d'éviter l'alcool et d'éviter les sodas sucrés. Alors, éviter l'alcool, pourquoi? Parce que l'alcool, ça provoque une vasodilatation, et donc ça va augmenter la perte d'eau et de sel. Ça diminue aussi la pression artérielle, ce qui va accroître les risques d'insolation. Vous le savez probablement, mais quand on boit de l'alcool, on a aussi envie d'uriner plus souvent, parce que l'alcool bloque l'hormone antidiurétique, la même ADH que quand on va se baigner, et donc encore, vous allez augmenter la déshydratation. Enfin, pourquoi pas de boisson sucrée? En fait, les études scientifiques montrent que non seulement ça met plus longtemps à être absorbé quand il y a du sucre, et aussi ça crée un stress rénal plus important. Je vous mets les liens dans les show notes. Deuxième problème qu'on peut rencontrer quand on va à la plage, c'est le risque de choc thermique lorsqu'on rentre trop brusquement dans l'eau. Alors on a tous entendu ça, il ne faut pas plonger brusquement, il faut se mouiller progressivement les bras et la nuque. Je n'avais jamais vraiment porté attention à ça,
parce que je me disais que c'était pas très sérieux. Une entrée brutale dans l'eau froide, alors que son corps est bien chaud, en fait, peut déclencher une hyperventilation, une arythmie, un pic tensionnel qui peut précipiter les arrêts cardiaques. J'ai trouvé un article de Petit Pion dans Lancet en 2003 qui rapporte que le choc thermique, c'est la troisième cause la plus commune d'accidents mortels chez les adultes et la deuxième chez les enfants. Rendez-vous compte, en 2000, environ 450 000 morts sont survenus à travers le monde, avec des jeunes garçons et les personnes âgées comme les groupes les plus touchés. Donc, c'est pas du BS, il faut en fait vraiment faire attention quand on entre dans l'eau. Autre risque, l'hypothermie. Après un bain prolongé, et ça surtout chez les enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont une surface corporelle par rapport à leur masse qui est plus élevée, et ils ont aussi en général moins de graisse, et donc du coup, ils perdent plus vite de la chaleur, et peuvent devenir plus rapidement hypothermiques. L'OMS recommande la plus grande vigilance quand l'eau est en dessous de 20 degrés. L'astuce classique, c'est de limiter les baignades de période d'environ 30 minutes et de bien se sécher après le bain et de remettre un vêtement sec. Enfin, le troisième point à discuter, c'est comment se protéger des rayons UV. Les recommandations de l'OMS sont assez simples. À partir du moment où on a des UV avec un index plus grand à 3, il faut se protéger. Des chapeaux à large port, des lunettes UV, des vêtements tissés serrés ou UPF et des facteurs de crème solaire 30 ou supérieurs. Selon l'OMS, 80% des cancers cutanés pourraient être évités par ces gestes barrières tout simples. Donc, suivez l'index UV de votre météo locale et appliquez les conseils. Keep cool de l'OMS. Je voudrais un peu discuter comment est-ce qu'on applique les crèmes solaires. Ça semble un peu stupide de discuter ça, mais en fait, j'ai trouvé des articles, deux très intéressants. Un de Azim et Hall qui est paru en 2025, dans cette année, dans le journal de l'Académie américaine de dermatologie, sur les mécanismes d'action des crèmes solaires. Et donc là aussi, il recommande d'utiliser des écrans larges, résistants à l'eau, avec des facteurs plus grands que 30, et de l'appliquer 15 minutes avant de s'exposer au soleil, et puis ensuite toutes les 2 heures. Il y a aussi un autre article très intéressant de Diffé en 2001 qui recommande d'appliquer une deuxième couche après 20 minutes. Parce qu'évidemment, la peau va absorber la crème solaire. Et donc, selon cet article, cela réduit de 60 à 85% la dose d'UV accumulée. Donc, le petit conseil pratique tout simple, c'est une couche de crème avant de partir à la plage et une autre tout de suite en arrivant. Après ça, toutes les 2 heures comme recommandé par l'OMS. Maintenant, pour les enfants, il faut vraiment faire attention. Les recommandations de l'OMS toujours sont qu'il ne faut pas mettre de crème chez les enfants de moins de 6 mois. Il faut simplement maintenir les bébés à l'ombre et sous un abri et utiliser des habits couvrants. À partir de 6 mois, on peut mettre de la crème. L'OMS et l'Académie américaine de pédiatrie recommandent de privilégier toutefois l'ombre et les vêtements UPF, les chapeaux à large bord, et de limiter l'exposition entre 10 heures et 16 heures, puisque en effet les enfants ont une absorption d'UV qui est plus élevée, car ils ont une peau qui est plus fine. Alors, peut-être que vous n'êtes pas très versé dans le type de crème solaire, mais il y a deux grandes catégories. Il y a des crèmes solaires avec des filtres minéraux, c'est-à-dire inorganiques, et des crèmes solaires avec des filtres chimiques, c'est-à-dire des filtres organiques. Alors, en termes de filtres minéraux, il s'agit typiquement d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane qui reflètent et diffusent une partie des rayons. Ils absorbent aussi une fraction des UV lorsqu'ils sont réduits en micro ou en nanoparticules. Donc, ce sont des crèmes qui ont des textures plus épaisses avec un effet blanc, qui est typiquement moins adapté sur les peaux mates ou foncées. Et les études in vitro montrent que une pénétration cutanée est minimale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation systémique de ces particules. En contrario, on a les crèmes avec des filtres chimiques, qui sont faites des molécules carbonées du style avobenzone, octocrylène, homosalate, etc., qui absorbent l'énergie UV, puis vont la dissiper sous forme de chaleur.
ce qui empêche la formation d'espèces réactives dans la peau. Donc, ces crèmes-là ont des couvertures UV qui sont très larges et très longues, mais certains filtres sont soupçonnés d'avoir des effets endocriniens. Donc, faites très attention. Regardez bien quand vous achetez des crèmes, s'il y a de l'oxybenzone ou de l'octinoxate, il faut éviter ces crèmes. Pour en revenir aux enfants, après 6 mois d'âge, l'OMS recommande des crèmes minérales et aussi bien sûr les vêtements anti-UV. Je vous mettrai des liens en description sur une crème chimique que j'utilise qui a été montrée de ne pas avoir d'effet endocrinien et aussi une crème française bio avec des filtres minéraux. Dernier point, protéger la peau mais aussi protéger les cheveux. Les UVB provoquent la perte de kératine tandis que les UVA détériorent la couleur. L'immersion en eau salée augmente aussi la résistance au peignage et accentue la perte d'éclat, surtout après les teintures et les décolorations. Et donc l'exposition combinée UV plus les petites particules fines augmente la porosité capillaire et fragilise la fibre. Les recommandations sont donc d'utiliser un spray anti-UV dans les cheveux et de les rincer à l'eau douce en sortant de la mer. Et potentiellement, vous pouvez utiliser un conditionneur sans rinçage. Merci d'avoir regardé ou d'écouter ce podcast. Merci par avance de liker et de partager cet épisode ou généralement mon podcast avec vos amis. Cela aide à grandir la chaîne. Comme d'habitude, toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube et le site web. Sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des idées de sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.